La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 10 jours. Voici 10 jours qu'un nouvel acte de barbarie a frappé la France. Pendant 24 heures, nous aurions pu penser qu'il y avait enfin une prise de conscience générale. Notre pays, osons le dire, oui, est la cible d'un islam politique qui nous ronge de l'intérieur. Quand on lit qu'un sondage dévoile que 27% des sondés veulent que la charia s'impose aux lois de la République, que doit-on en déduire? Quand plus de la moitié des enseignants souhaitent s'auto-censurer pour éviter les incidents, que doit-on en penser? Quand nos prisons regorgent de prisonniers de nationalité étrangère, susceptibles de se radicaliser, que fait-on? Allons-nous dire enfin, catégoriquement, que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne doit être exclue et que la question de sa sortie de l'OTAN doit être évoquée? Allons-nous continuer à subir les pressions extérieures, à les laisser nous dicter notre conduite? Ces forces étrangères insultent notre souveraineté, nos valeurs, nos libertés, nos institutions et même notre président de la République. L'islam politique nous fait du chantage économique, des chantages aux migrants. Allons-nous faire preuve d'autorité ou allons-nous encore céder? Finalement, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin défendre nos valeurs françaises, notre civilisation judéo-chrétienne? Quand allez-vous enfin déclarer la guerre à l'islam politique? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci. Attendez, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, je vous signale que le gouvernement désigne librement quel est son membre qui répond aux questions. Donc vous gardez vos protestations pour vous. La parole est à Monsieur Riester et à personne d'autre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Blin, face aux déclarations de haine, face aux attaques, face au boycott de ces produits, la France est décidée à défendre ses valeurs. Jean-Yves Le Drian est actuellement à Brazzaville pour célébrer l'anniversaire, à quelques jours près, d'il y a 80 ans, du manifeste lancé par le général de Gaulle. À ces heures sombres, dans ces heures sombres, déjà, la France n'était pas seule, Madame la députée. Toute l'Europe est unie pour dénoncer les propos haineux du président Erdogan, qui a très clairement attaqué non seulement, bien évidemment, le président de la République, mais la France. Ne soyons dupes de rien. C'est parce que la France porte haut ses valeurs, est déterminée à défendre justement l'islam radical qui mine une partie de sa population aujourd'hui, que la France est attaquée ainsi. Mais ce n'est pas une question franco-turque, c'est une question justement de l'Europe face aux dérives nationalo-islamistes du président Erdogan. Et l'Europe et la France sont unies pour défendre leurs intérêts et pour défendre leurs valeurs. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Premier ministre, la France est insultée. Le président de la République est attaqué personnellement par le président Erdogan suite à l'ignoble crime contre Samuel Paty, suite à l'attentat islamiste perpétré sur notre sol. La France insultée, la France stigmatisée, la France provoquée, c'est extrêmement grave. Nous ne l'accepterons jamais. Au nom des valeurs héritées de la Révolution française, au nom de notre République laïque, au nom du sang versé ici dans notre pays pour que nous puissions vivre libres et égaux en droit.
Je ne doute pas un instant de l'union de toute la nation, de tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelle que soit leur confession religieuse. De nombreux pays du monde arabe et musulman ont d'ailleurs exprimé leur solidarité envers la France, saluons-les. Mais une telle provocation de la part de dirigeants, de monarques, qui affichent leur soutien à des organisations djihadistes, à des réseaux islamistes, est d'une extrême gravité. Ce sont eux qui théorisent avec les conservateurs américains et d'autres, y compris en France, un choc des civilisations et une guerre des religions. Soyons unis pour refuser cette escalade guerrière, pour éviter la surenchère. Être unis, mais être fermes aussi. Résister à cette spirale doit aussi nous inviter à revoir peut-être nos relations nouées avec ces pays ces dernières années. Commerce des armes, convention fiscale avantageuse pour le Qatar, participation à l'OTAN avec la Turquie. Quand dans le même temps Erdogan pourchasse les Kurdes, menace la Grèce, Chypre et livre une guerre meurtrière en Arménie. Monsieur le Premier ministre, cette meilleure réponse que nous devons apporter dans ce combat commun contre l'obscurantisme, contre l'islamisme, dont les musulmans sont aussi les victimes, doit nous placer résolument dans le camp de la paix, de la justice et de la solidarité. Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel. Unis et fermes, vous avez raison, c'est la ligne de la France. Unis au niveau des différentes formations politiques de notre pays, à part quelques exceptions choquantes près. Et je tiens à saluer cette unité des forces politiques de notre pays. Unité de l'Europe, je le disais à l'instant, où la quasi-unanimité des pays de l'Union européenne ont dénoncé avec force les propos de M. Erdogan. Mobilisation aussi et soutien de nombreux pays alliés de la France, notamment au sein du monde musulman. Oui, nous devons être unis face à ces propos haineux, face à ces dérives nationalo-islamistes. La France a pris la décision, face à l'attitude de M. Erdogan, de rappeler son ambassadeur pour consultation. Cela fait suite d'abord à l'absence choquante de toute condamnation de l'attentat de Condé-Sainte-Libière par le président Erdogan. Cela fait suite aussi à cette campagne véhiculée par la presse turque et les réseaux sociaux turcs contre la France, contre ses intérêts et contre le président de la République. Et enfin, le discours du président Erdogan attaquant directement le président de la République et la France. Nous avons donc rappelé notre ambassadeur, nous avons pris la décision d'être unis avec les Européens et lors du prochain Conseil européen, nous aurons des discussions avec nos partenaires européens pour voir la réaction forte qu'il faudra avoir vis-à-vis de la Turquie pour défendre non seulement nos intérêts, mais aussi défendre nos valeurs, parce qu'il s'agit en l'espèce aussi de la défense des valeurs françaises et européennes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la France, fidèle à ses valeurs de partage et d'ouverture, a toujours créé des passerelles entre les mondes. Par sa diplomatie culturelle, elle construit des ponts entre les civilisations, à l'instar de l'Institut du monde arabe de Paris ou du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Elle entretient des relations anciennes et étroites avec l'ensemble du monde musulman. Sur la scène internationale, elle prend régulièrement la défense des minorités persécutées, notamment musulmanes. Au Moyen-Orient, elle est aux côtés des peuples, comme au Liban ou en Irak dernièrement. Ces relations fraternelles sont aujourd'hui attaquées par ceux qui propagent des messages de haine, ceux qui insultent notre président et appellent au boycott des produits français, sont porteurs d'un projet qui n'a rien à voir avec la défense du culte musulman pratiqué librement en France. Les Français, ceux de l'Hexagone, d'outre-mer ou de l'étranger, attendent un message, celui de dire qu'il existe sur notre sol un islam radical dont l'objectif politique est de diviser notre société et refuser nos lois. Lors de l'hommage national à Samuel Paty, le président de la République a prononcé des mots clairs et acceptables par tous. Je le cite. Nous ne
renoncerons pas aux caricatures, aux dessins. Nous cultiverons la tolérance, nous continuerons ce combat pour la liberté. Chacun devrait le comprendre, ici comme ailleurs. Dans ces propos, il n'y a ni offense, ni volonté de blesser ou de stigmatiser. Il y a l'affirmation de ce que nous sommes collectivement en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'hommes et de femmes libres. La République protège l'exercice de culte, mais jamais la foi ne doit être au-dessus de la loi. Monsieur le ministre, quelles actions la diplomatie française compte-t-elle entreprendre pour continuer de porter notre message d'amitié de par le monde, tout en affirmant que jamais notre pays ne reniera son idéal de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacrafi, la France, comme je l'ai dit à l'instant, est déterminée à défendre ses valeurs et à lutter contre l'islam radical. Nous sommes déterminés aussi à expliquer quelle est la politique justement de la France à tous nos partenaires du monde musulman particulièrement. C'est la raison pour laquelle nos ambassadeurs ont pris les contacts qu'il était nécessaire de prendre pour expliquer quelle était la politique de la France, pour veiller en plein contact avec les entreprises qui sont victimes du boycott de leurs produits, même si ces boycotts, je dois le dire ici, sont très circonscrits, et d'expliquer à quel point la politique de la France est de défendre ses valeurs de liberté d'expression, de lutter contre l'islam radical, mais en aucun cas d'attaquer l'islam. Bien évidemment, les musulmans sont libres de pratiquer leur culte en France. Les musulmans sont des citoyens à part entière, évidemment. Et donc nous rappelons, face à cette calomnie, face à cette manipulation de l'information, notamment des réseaux turcs, notamment d'un certain nombre de réseaux sociaux qui peuvent manipuler certaines personnes qui, en toute bonne foi, pensent éventuellement que la France aurait des attaques contre l'islam, pour bien réaffirmer quelle est la politique de la France, une politique qui est la politique d'une république ouverte et libre, où tous les cultes peuvent être pratiqués librement et où chaque entreprise a le droit à l'international de pouvoir vendre ses produits en toute liberté. C'est ça les démarches qui sont mobilisées aujourd'hui par le réseau diplomatique de la France pour faire cesser ces pratiques de boycott de ces produits. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Julien Ravier, devenu député de la première circonscription des Bouches-du-Rhône le 8 octobre dernier, en remplacement de Madame Valérie Boyer. Monsieur Ravier, bienvenue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a décrété de façon discrétionnaire un couvre-feu dans 54 départements avec des conséquences dramatiques pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et encore du spectacle, notamment dans la ville de Marseille que je représente. Aujourd'hui, la tenue de 2 conseils de défense nous laisse penser à l'application de mesures encore plus restrictives. Force est de constater qu'il s'agit là d'une énième preuve de votre échec cinglant dans la gestion de cette crise sanitaire. Déjà en début de crise, vous nous expliquiez que les masques et les tests massifs étaient inutiles parce que nous n'en avions pas. La parole. Quant au président de la République, il nous expliquait le 14 juillet dernier, je le cite, « En cas de seconde vague, nous serons prêts ». En réalité, en 6 mois, vous avez été incapable de nous préparer à cette deuxième vague. Car protéger les Français, ce n'est pas seulement restreindre leur liberté de travailler ou de se divertir, mais c'est apporter une réponse sanitaire à la hauteur des enjeux. Même si nous ne contestons pas l'urgence à instaurer un couvre-feu ou un reconfinement partiel, tout ceci symbolise l'échec total du testé, tracé, isolé, l'échec de votre déconfinement raté, l'échec du renforcement du système hospitalier, l'échec de l'ouverture des lits de réanimation supplémentaires, l'échec du recrutement et de la formation de personnel de santé. En définitive, c'est l'échec cuisant de la stratégie du président de la République et du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, qu'avez-vous fait pour préparer notre système de santé à cette deuxième vague? Quelles nouvelles mesures d'urgence allez-vous prendre pour rattraper enfin le temps perdu? Allez-vous enfin inscrire le Covid comme maladie à déclaration obligatoire
Mais aussi et surtout, allez-vous suivre les propositions du professeur Juvin en ouvrant des hôpitaux éphémères, des lits de réanimation, en formant des aides-soignantes et des infirmières sur quelques tâches nouvelles? Merci, monsieur le député. Merci. Bon, on se calme et on laisse monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, le soin de répondre à monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, à vous écouter, c'est à se demander si vous ne considérez pas que c'est ce gouvernement qui est responsable de la diffusion d'un virus sur la planète entière, dans le monde entier, qui concerne aujourd'hui toute l'Europe. À vous écouter, on a l'impression que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde, que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire une seconde vague qui touche tous les pays européens, c'est-à-dire un virus qui réapparaît en France, comme il réapparaît en Italie, comme il réapparaît en Allemagne, comme il réapparaît chez nos voisins. Je vous le dis, monsieur le député, vos propos d'abord sont irresponsables. Oui, il est irresponsable, dans le moment que nous vivons, d'attiser les craintes, d'attiser les doutes, d'attiser les inquiétudes. Vous parlez de la situation des restaurateurs, vous parlez de la situation de nos entreprises. Évidemment que nous avons à cœur de leur répondre. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise, avec toutes les mesures qui ont été mises en place. Et je vous invite à trouver un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour les protéger. Vous parlez de l'épidémie. Évidemment que nous avons à cœur de protéger les Français. Depuis le début de cette crise, notre seule boussole a été la protection de la santé des Français, la protection de la sécurité des Français, et nous allons continuer à le faire. Irresponsable, je disais, parce que vous feignez d'ignorer la situation que connaît le monde. Irresponsable aussi parce qu'une nouvelle fois, vous êtes dans l'incapacité la plus absolue de proposer des mesures alternatives. Vous n'avez aucun plan, vous n'avez aucune idée. Si vous étiez aux affaires, qu'est-ce que ce serait? Vous ne ferez rien. Vous seriez en train de regarder la situation se dérouler. Eh bien, nous prenons nos responsabilités. Nous allons continuer à prendre nos responsabilités et nous assumons de le faire. Nous ne sommes pas prêts à recevoir des leçons comme vous venez de le faire. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sabine Tillet. À elle seule, vous avez la parole, chers collègues. Merci, monsieur le président. Le gouvernement d'Ankara semble se laisser emporter sur le champ de la course de l'outrance et de l'outrage. L'outrance, c'est celle qui s'exprime par la voix de son président, qui ne trouve plus de mots assez forts pour tenter de se racheter un crédit intérieur aux dépens de l'Europe. Les multiples rotomandades auxquels il se livre ne doivent pas cacher son ambition, celle d'une expansion territoriale et d'influence, donc nous ne devons pas être dupes. L'outrage, c'est celui qui insulte notre pays, qui lui ne s'est jamais départi de son idéal, celui des Nations Unies, autour de sa citoyenneté et qui s'exprime dans un cadre laïque. Monsieur le ministre, il n'est pas besoin de souligner, les nombreuses interventions le montrent, la consternation de la représentation nationale devant un tel comportement qui trahit le message de liberté de notre République. Les propos du président turc sont inacceptables et attisent les revendications des minorités activistes. Nous saluons le soutien de nombreux États européens qui n'acceptent pas cette mise en cause et cette fuite en avant. Les conséquences de tels agissements pourraient être néfastes et nous devons désormais aussi agir pour trouver une issue qui ne soit pas dans la surenchère. La France doit œuvrer pour une réaction européenne commune. L'Union européenne doit affirmer sur la scène internationale ses principes démocratiques et la liberté de conscience. Le Conseil européen avait déjà appelé à une volonté turque d'apaisement pour lancer un programme politique constructif, soulignant qu'à défaut, la Turquie sera encore plus isolée sur la scène internationale. Monsieur le ministre, quelle signification a vraiment le rappel de notre ambassadeur en Turquie et quelles réponses concrètes la France et l'Union européenne peuvent-elles apporter à ces manœuvres inacceptables? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Tillet. Vous l'avez dit, oui, je peux m'adresser à toute l'Assemblée, monsieur le député. Cette séquence turque est une séquence
qui fait suite à de nombreuses autres séquences et qui s'inscrit dans une démarche de la Turquie, qui est une démarche, ne nous y trompons pas, qui vise à étendre le rayonnement et l'emprise de la Turquie sur un certain nombre de régions voisines. Cela fait suite Monsieur le député, vous pouvez me laisser parler peut-être. Cela fait suite au viol de l'embargo libyen depuis des mois en Libye. Cela fait suite aux actions de la Turquie dans le Haut-Karabakh avec le soutien d'envoi de mercenaires vers le Haut-Karabakh pour soutenir l'Azerbaïdjan. Ça fait suite à la stratégie turque dans la Méditerranée orientale pour inciter à des explorations gazières dans les eaux territoriales ou d'économie exclusive chypriote ou grecque. Cela fait suite à l'absence de condamnation par la Turquie de ce qui s'est passé avec l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Cela fait suite à cette déclaration scandaleuse du président Erdogan face au président de la République française. Bref, c'est un ensemble d'actions que la France dénonce avec force, mais elle n'est pas la seule à le dénoncer. Toute l'Europe dénonce ces comportements de M. Erdogan et nous devrons avoir une réplique européenne lors du prochain Conseil européen de décembre. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alexis Corbière. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous vous êtes permis ces derniers jours d'être particulièrement insultant envers beaucoup de personnes et d'institutions en utilisant des arguments outranciers. Dans votre charge, vous vous êtes cru crédible d'endosser le costume du défenseur de l'école publique et laïque. Mais je dois le dire, ce costume ne vous va pas. Car c'est vous qui avez fait du mal à l'école publique ces 15 dernières années. C'est vous qui avez supprimé 80 000 postes d'enseignants entre 2007 et 2012 lorsque vous étiez DGESCO. C'est vous qui avez encouragé les écoles privées comme Espérance Banlieue, une école privée hors contrat dont le fondateur, selon la presse, propose qu'une messe soit dite au début de chaque conseil d'administration. Et vous aviez dit à ce sujet sur les réseaux, ce que fait Espérance Banlieue fait partie des initiatives que nous devons prendre. C'est votre loi Blanquer adoptée en 2019 qui a accordé 100 millions d'euros à l'enseignement privé qui a 90% confessionnel et qui fait concurrence à l'école publique et laïque. C'est vous qui, en 2007, comme directeur adjoint du cabinet du ministre, avez imposé au recteur Morvan de l'Académie de Lyon l'installation d'une école privée dont on sait aujourd'hui que sa filiale suédoise avait des liens avec Al-Qaïda. La liste est longue de tous les mauvais coups contre l'école laïque. Et vous voilà maintenant que vous ciblez l'université française, qui deviendrait le lieu d'un développement dangereux d'une théorie islamo-gauchiste que vous ne savez pas définir. La conférence des présidents d'université vous a répondu avec clarté. Je la cite. Non, les universités ne sont pas des lieux où se développe une idéologie qui mène au pire. Non, les universités ne sauraient être tenues pour complices du terrorisme. Mais vous avez gagné aujourd'hui une alliée de choix. Madame Marion Maréchal Le Pen s'est réjouie de vos propos. Elle a dit « Le ministre de l'Éducation nationale reprend notre analyse du danger des idéologies intersectionnelles. » Alors, monsieur le ministre, il est temps d'en finir avec vos mauvais coups contre l'école laïque et publique. Et il est temps que vous cessiez de parler comme l'extrême droite. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière. Je n'ai pas entendu une question dans votre intervention, mais je vais quand même essayer d'y répondre. D'abord, ça ne m'étonne pas que ce soit vous qui preniez la parole pour LFI, parce que d'une certaine façon, vous êtes LFI à visage républicain. Et je ne doute pas de vos convictions républicaines, puisque je vous ai lu, j'ai lu votre livre sur les Jacobins, par exemple. Monsieur Mélenchon ne m'a pas lu, sinon il ne dirait pas ce qu'il a dit hier sur une radio, et des insultes vers des fonctionnaires, pas vers le ministre. Ce qui est scandaleux d'un point de vue républicain. Et donc je vais vous répondre. Parce que désormais pour vous, être laïque et républicain, c'est être d'extrême droite. Parce que pour vous, il faudrait laisser à l'extrême droite parfois des discours sur ces sujets. Non. In medio stat virtus, je vous l'ai déjà dit dans un débat, au milieu se tient le courage, c'est-à-dire dans les positions d'équilibre, pas dans les positions extrémistes que vous prenez
pas dans les manifestations avec le CCIF auxquelles vous étiez, non pas vous, mais une partie de LFI. Pas dans les propos de M. Mélenchon, qui, quand il parle de communautarisme, parle du CRIF et n'en voit pas d'autres en France. Pas non plus dans la dénonciation, pas dans les phrases comme celle qui consiste à dire que le seul séparatisme serait celui des riches. Alors votre aveuglement sur la laïcité, votre aveuglement sur le séparatisme, vous n'avez plus le droit de l'avoir après ce qui s'est passé, après cet assassinat. Vous n'avez pas le droit d'avoir des complicités intellectuelles avec cela. Vous ne devez pas tourner le dos. Vous ne devez pas tourner le dos aux idéaux de la Révolution française. Normalement, c'est ce qui nous réunit tous. Donc si quand on est républicain, on est d'extrême droite, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec la République. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib et à lui seul. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, j'aimerais beaucoup vous écouter sur cette question. Jusqu'à quand allons-nous tolérer les provocations du président Erdogan? Ça a été rappelé, il n'a pas eu un seul mot de condamnation. Après l'assassinat atroce de Samuel Paty, ce professeur décapité par un islamiste. Samedi, Erdogan suggère au président de la République de passer un examen de santé mentale. Du jamais vu. Dimanche, le leader islamiste récidive. Lundi, il appelle à boycotter la France. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, ça y ressemble fortement. Quand on massacre le chef de l'État, on attaque la nation. Député notamment des Français de Turquie, je voudrais lui témoigner le soutien total de notre groupe. Nous sommes tous unis derrière le président de la République. Erdogan est parrain de l'islam politique en France. Il orchestre une campagne de haine et de calomnie, alors que l'islamisme défigure la France. Il ose comparer le sort des musulmans d'Europe à celui des juifs avant-guerre, comme ces islamo-gauchistes qui défilaient à Paris avec l'étoile jaune sur des jeunes enfants. En France, les musulmans sont des citoyens à part entière. La majorité respecte les lois de la République, y compris les Turcs qui résident dans notre pays. Erdogan, c'est le courage à géométrie variable. Il courbe les chines devant Poutine. Pas un mot pour les Ouïghours, persécutés en Chine, pourtant turcophones et musulmans. Le sultan pyromane ne semble comprendre que les rapports de force. Monsieur le Premier ministre, nous payons nos faiblesses que je n'ai cessé de dénoncer. Chantage migratoire, islamisation de la basilique Sainte-Sophie, véritable gifle aux chrétiens d'Orient, violation des souverainetés grecques et Chypre en Méditerranée, financement des frères musulmans, massacre des Kurdes, expansionnisme néo-ottoman en Syrie, en Libye, dans le Haut-Karabakh arménien, soutien actif au Hamas et aux mouvances palestiniennes. La liste est longue et ne cesse de s'allonger. Stop, ça suffit. Jean-Christophe Lagarde vous a écrit le 18 septembre pour demander un débat urgent sur cette question. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures de rétorsion comprend la France face aux agressions d'Erdogan? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Habib, je ne suis pas certain qu'il faille répondre par l'insulte et la provocation à la médiocrité, à la vulgarité et à la provocation. Ce qui est certain, c'est que le Président de la République, dans son discours au Mureaux, a touché juste. Il a touché juste parce qu'il a justement dénoncé, et c'est ce qui sera présenté à l'Assemblée nationale en janvier prochain par le texte que j'aurai l'honneur de porter à la demande du Premier ministre. Il a dénoncé les ingérences étrangères sur notre sol. Quelle belle plus grande preuve que celle de la réaction du dirigeant de la Turquie, que nous ne confondons pas avec le peuple turc, qui est un grand peuple et qui est un grand pays. Vous dire que lorsque des dirigeants étrangers se croient des droits sur des citoyens français, cela nous choque. De dire que nous ne distinguons pas, nous, en France, les citoyens par leur couleur de peau, par leur lieu de naissance, par leur origine, par leur confession. Ils sont tous français. Et ensuite, ils ont une confession. Et ensuite, ils ont éventuellement une origine s'ils la revendiquent. Et nous disons que personne ne peut faire, en France, la politique intérieure à la place des Français. Je crois que ce rappel est nécessaire au président Erdogan. Nous,
considérons en effet que les liens incestueux que certaines puissances étrangères ont sur le sol national en utilisant une religion pour pouvoir faire du soft ou du hard power, et c'est quelque chose dont nous devons terminer et mettre un point final. Le président l'a fait sur les imams détachés, le président le fait sur le financement des lieux de culte, le président le fait en prenant des mesures courageuses que nous vous présenterons dans le texte effectivement dit séparatisme, et nous serons très fiers, monsieur le député, que vous puissiez voter ce texte avec nous. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Boris Vallaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier était convoqué en urgence un, puis deux conseils de défense. Les chefs de partis, de groupes parlementaires, les partenaires sociaux ont été convoqués à leur tour de façon express pour cet après-midi. Des ministres ont quitté précipitamment le banc pour rejoindre Matignon et le ministre de la Santé a annulé l'audition devant la commission d'enquête qu'il devait assurer cet après-midi. Le sentiment d'un vent de panique est saisissant. Le 14 juillet dernier, le président de la République affirmait que nous étions prêts à affronter une seconde vague. Vous-même, le 27 août, vous déclariez, je vous cite, que face à la pandémie, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et le 22 octobre dernier, c'est le ministre de la Santé qui avançait à l'appui du couvre-feu que sans mesures nouvelles, là où c'est nécessaire pour freiner l'épidémie, il y aurait dans les 15 jours jusqu'à 50 000 malades diagnostiqués quotidiennement. Nous avons atteint ce seuil 4 jours après cette déclaration. Je crains que vous n'ayez d'une certaine manière participé d'un relâchement dans notre combat contre son virus. Aujourd'hui, c'est l'alarme. Le Conseil scientifique le dit depuis plusieurs semaines. L'incidence est hors de contrôle, l'hôpital se prépare au pire et des mesures difficiles doivent être prises. Monsieur le Premier ministre, les Français sont inquiets de l'épidémie, mais ils le sont aussi des tergiversations dans la gestion de la crise. Depuis le début de la crise, les socialistes et apparentés ont agi en responsabilité, ont formulé des propositions chaque fois qu'ils pouvaient, en vain, je vous l'accorde. Et nous avons toujours soutenu le strict respect des dispositions sanitaires que vous aviez décidées. Mais nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin de diligence. Monsieur le Premier ministre, il devient difficile de croire que vous avez tiré toutes les conséquences de la première vague, notamment dans la préparation de l'hôpital. Difficile de ne pas considérer que vous avez manqué d'anticipation et en définitive peut-être échoué dans le déconfinement dont vous aviez la charge. Les Français ont besoin de comprendre pour avoir confiance. Vous savez les efforts qu'ils ont accomplis. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer? Avez-vous encore le contrôle? Pouvez-vous nous dire quelle est la stratégie du gouvernement et si nous allons vers un nouveau confinement? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. La situation sanitaire, et nous en convenons tous, n'a cessé de se dégrader en France comme dans les autres pays d'ailleurs. Les chiffres sont malheureusement implacables. La deuxième vague est là et elle est très forte. Plusieurs dispositifs ont été déployés, notamment l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national et le couvre-feu employé dans désormais plus de 54 départements, dont un d'outre-mer. Ces mesures sont difficiles, absolument nécessaires par contre pour protéger les Français face à cette vague qui met en danger non seulement les plus vulnérables, mais également notre système de santé et son personnel, qui depuis le mois de mars se bat sans relâche et que nous pouvons encore saluer contre ce virus. Depuis le début de la crise, le gouvernement a initié une démarche de transparence vis-à-vis des Français et de l'ensemble des forces politiques, ce que vous demandez. C'est pourquoi les collectivités concernées sont conviées à des points réguliers avec les préfets, les ARS. Ces concertations se poursuivent également au niveau national avec les organisations politiques de notre pays. Même transparence aussi, avant le déploiement des couvre-feux dans les métropoles. Ce couvre-feu, monsieur le député, n'est pas pris de gaieté de cœur et vous le savez. Mais c'est à ce stade un des outils mis en œuvre pour freiner la circulation. Réponse efficace, locale, adaptée. Depuis plusieurs mois, notre stratégie face au virus a été graduée, territorialisée. Nous avons choisi d'agir ville par ville, plutôt que favoriser des interdictions généralisées. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits. La rentrée scolaire a pu se passer et tout le monde le salue. Malheureusement, comme partout en Europe, la circulation du virus s'accélère en France sur l'ensemble du territoire et nous en prenons acte, vous le savez, comme depuis le début de la crise sanitaire. Nous continuerons d'agir pour prévenir, limiter autant que possible les différents foyers de contamination. Personne n'a la solution, vous le savez, et nous agissons. C'est le sens de notre action qui évolue
en parfaite transparence et en conséquence. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Moreau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. En mai dernier, la Commission européenne présentait sa stratégie Farm to Fork afin de traduire la volonté d'une transition du modèle agricole européen vers un modèle plus durable et plus respectueux de l'environnement. Cette trajectoire a été confortée par l'accord trouvé la semaine dernière entre les ministres de l'Agriculture européens dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune. Soyons honnêtes, les discussions n'étaient pas très bien parties en 2018, mais l'on ne peut que se réjouir du maintien du budget de 387 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Ce budget est à la fois vital pour nos agriculteurs et pour la préservation de notre souveraineté agricole et alimentaire française et européenne. L'autre attente concernait le verdissement de la PAC. Je tenais à saluer votre détermination, Monsieur le ministre, en faveur d'une harmonisation des normes européennes en matière environnementale. Au sein d'un marché commun, il faut que nos agriculteurs puissent répondre des mêmes règles. Je tenais à saluer aussi la mise en place des éco-schemes qui permettront de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils rendent en répondant en même temps aux attentes de nos concitoyens. Cette rémunération les encouragera à s'engager vers des pratiques agroécologiques et chaque État devra y consacrer 20% des paiements directs de l'Union européenne à minima. Certains pays d'ex-Europe de l'Est voulaient soit rendre optionnels ces éco-schemes, soit y consacrer une part moindre de leur budget. Votre volonté, Monsieur le ministre, a permis de les convaincre et nous devons nous en réjouir et vous féliciter. Par ailleurs, cet accord est une bonne réponse aux difficultés rencontrées par l'application de la loi Egalim, notamment en ce qui concerne la structuration des filières, en prévoyant la capacité d'aider au regroupement des organisations de producteurs à l'aide des programmes sectoriels et opérationnels. Monsieur le ministre, ma question est simple. Comment cet accord va se traduire concrètement dans la vie de nos agriculteurs? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Baptiste Moreau. Oui, cette nouvelle politique agricole commune est un succès. Oui, c'est un succès parce que d'abord, elle permet de garantir le revenu de nos agriculteurs. Vous l'avez dit, Monsieur le député, c'est tout le travail fait par le Président de la République pour augmenter significativement le budget de la politique agricole commune au niveau européen, et c'est ce que nous avons obtenu. Et puis oui, cette politique agricole commune, c'est un succès parce qu'elle va nous donner plus de souveraineté dans nos actions au quotidien. Je pense à toute cette énergie que nous déployons sur les protéines, sur la question viticole. Et puis surtout, cette politique agricole commune est un succès parce qu'elle accompagne la transition agro-environnementale sans jamais ne tomber dans la naïveté. Elle l'accompagne en conditionnant 20 à 30% des paiements directs à des mesures environnementales. Et en même temps, elle les impose à tous les États membres. Et le fait d'avoir aujourd'hui des mesures environnementales imposées à tous les États membres, c'est ça qui nous permet d'arrêter cette spirale infernale où sur nos étals, au sein de notre marché commun, on voit des produits faits en Europe qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Et ça n'est clairement plus possible. Et cette politique agricole commune, enfin, prend le chemin de cette convergence dans les normes environnementales. Alors oui, au même moment, j'ai entendu, comme vous, certains appeler à ne pas voter pour cette politique agricole commune. J'ai entendu ces apôtres de l'incantation et jamais de l'action qui, depuis leur salon, disaient « ne votez pas cette politique agricole commune ». Alors moi, je leur pose une question, je le dis très clairement. Dans quel secteur d'activité aujourd'hui avons-nous une transformation où 20 à 30% des paiements est conditionné à des mesures environnementales? Dans quel autre secteur d'activité? Eh bien, c'est dans l'agriculture et nous devons le saluer et encourager et être fiers de nos agriculteurs. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. 52 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en une seule journée. Combien dans les entreprises, dans les transports en commun, dans les écoles? Face à cette seconde vague, on évoque certaines pistes. Reconfinement partiel ou total, couvre-feu étendu, durci, fermeture des écoles. Avant d'imposer des dispositions plus drastiques, il convient de prendre en urgence d'autres mesures, en particulier pour la rentrée scolaire, aération des espaces, enseignement à distance, allègement des effectifs des classes. Il faut aussi agir sur le télétravail.
Et l'absence de mesures concrètes prises par le gouvernement sur ce point est une faute. Pourtant, parmi les salariés qui ont télétravaillé durant le confinement, une large majorité souhaite pouvoir continuer. Mais le télétravail est en net recul. De 1 travailleur sur 5, il ne concerne aujourd'hui plus que 12% des heures travaillées. Or, on sait qu'à une plus grande échelle, il permettrait de limiter considérablement les contaminations. De plus, le télétravail est également un outil d'aménagement du territoire et a un impact positif sur notre environnement. Belgique, Italie, Pays-Bas ne s'y sont pas trompés. Ils ont pris des mesures pour inciter, encadrer le recours au télétravail. Ici, en France, on se contente d'encourager les entreprises à y recourir. La situation, l'urgence réclame mieux que ces messages timorés. Quand on sait que 86% des agents publics souhaitaient vouloir continuer à télétravailler, on s'étonne que le gouvernement n'ait pas réellement favorisé le télétravail dans la fonction publique d'État. Quand on voit que la conférence sociale sur le télétravail est bloquée face à l'immobilisme du MEDEF, on se doit, Madame la Ministre, de vous demander d'agir au plus vite. Êtes-vous prête à légiférer d'ici la fin de l'année pour adapter notre droit, ainsi changer d'échelle dans la mise en œuvre massive du télétravail dans la crise que nous traversons? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lambert. Monsieur le député Lambert, vous avez raison de souligner que le télétravail est un outil puissant et fort utile dans cette période de crise sanitaire. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que c'est effectivement la position du gouvernement depuis plusieurs mois et que le gouvernement travaillait avec l'ensemble des branches pour que ce télétravail soit aussi la réalité pour chaque activité qui est télétravaillable. En réalité, monsieur le député, vous avez souligné tout à l'heure un indicateur comparant un nombre de salariés concernés et un nombre d'heures réalisées. Si vous regardez bien l'enquête de la DARES, vous verrez qu'en fait c'est un travailleur sur 3 qui télétravaille et donc qu'il y a une réalité qui est bien en progression par rapport à ce que vous avez décrit. Mais vous le savez, le cadre qui a été donné par le gouvernement dans le protocole national de déconfinement et qui est maintenant la règle pour l'ensemble des entreprises a donné un cadre. Et le cadre, il est connu. Il est d'identifier dans le cadre d'un dialogue social de proximité les activités qui sont télétravaillables et à chaque fois que cela est possible, eh bien d'avoir un nombre de jours télétravaillables. Je pense, monsieur le député, que cela a été d'ailleurs très bien dit par monsieur le Premier ministre Elisabeth Borne et moi-même hier. Il faut maintenant pousser le curseur au maximum, être en situation de proposer à chaque fois que c'est possible le télétravail. N'oublions pas une chose, monsieur le député, c'est qu'il y a une nécessité de maintenir aussi un lien social. Et cela, tous les représentants des employeurs et des salariés nous l'ont dit pendant cette période de déconfinement. Et maintenir le lien social, ça renvoie aussi aux responsabilités qu'ont les managers, les employeurs, mais aussi les salariés entre eux, de maintenir un niveau d'échange et de proximité. Et cela, c'est indispensable face à une crise sanitaire qui, c'est vrai, est préoccupante pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de lui céder la parole, je voudrais saluer notre collègue Raphaël Gérard, que nous sommes heureux de retrouver parmi nous en parfaite forme. Merci. Merci. Ça va être dur. Vous allez pas me faciliter la tâche. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour votre accueil. Ma question s'adresse à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Face à l'augmentation exponentielle du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus qui mettent notre système hospitalier sous tension, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions, dont notamment l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements. Désormais, ce sont près de 46 millions de Français qui sont concernés par cette mesure de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de nos soignantes et de nos soignants qui restent mobilisés en première ligne pour combattre le virus. Ces annonces portent un nouveau coup dur au monde de la culture, déjà très largement éprouvé par la crise sanitaire. Car en s'attaquant aux formes les plus élémentaires de sociabilité, en nous empêchant de nous rassembler, d'aller à la rencontre des artistes, des auteurs, des œuvres, le coronavirus s'attaque à l'âme de la France, son exception culturelle. Or, élu d'une circonscription rurale où l'offre culturelle est limitée et où les horizons sociaux sont parfois en proie au rétrécissement, je sais à quel point les salles de cinéma
le spectacle vivant et les festivals sont vitaux pour nos territoires. Ce sont des passerelles vers l'altérité et des clés de voûte de l'accès à la culture pour tous. Ce sont également des secteurs économiques à forte valeur ajoutée, représentant près de 7 fois celle de l'industrie automobile. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a annoncé des mesures exceptionnelles en soutien au monde de la culture dès le mois de mars. Il a fait de la relance culturelle une de ses priorités avec près de 2 milliards d'euros investis au cours de ces prochaines années. Il a annoncé cet été des mesures de soutien spécifiques au spectacle vivant et à l'industrie audiovisuelle. Mais voilà, contraint de fermer les portes des cinémas et des salles de spectacle au mieux à 20h30, alors que leurs billetteries ont déjà chuté de 30 à 50% par rapport à septembre 2019, les acteurs de la vie culturelle craignent le tombé de rideau final. Dans ce contexte, Madame la Ministre, pourriez-vous nous rappeler les mesures de soutien décidées par le gouvernement pour préserver ces pans entiers de notre vie culturelle qui, plus que jamais, face aux ténèbres du virus, dressent des clartés et plantent des flambeaux à la lisière des nuits? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le député Raphaël Gérard, les applaudissements qui ont salué votre intervention vous font crédit de l'admirable parcours de militant culturel, du militant de la culture qui a irrigué toute votre vie, et notre joie aussi de vous retrouver en pleine santé pour poser cette question. Oui, vous avez raison. Oui. Vous avez raison de dire que la crise sanitaire a durement impacté le secteur culturel. Dès que la décision de couvre-feu a été prise avec le Premier ministre Jean Castex, nous avons réuni les acteurs de la culture, du spectacle vivant, du cinéma, pour calibrer au mieux la réponse qu'il convenait d'apporter et permettre au secteur de continuer son action au service des Français. Bien sûr, l'ensemble des mesures qui ont été prises aussi bien par Bruno Le Maire que par Elisabeth Borne s'appliquent à ce secteur de la culture, que ce soit le chômage partiel à taux maximum, le fonds de solidarité, l'aide au loyer, ainsi que toutes les mesures comme les prêts garantis par l'État. Mais ce secteur avait aussi besoin de mesures spécifiques. Nous les avons prises pour le cinéma, puisqu'à peu près la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé en soirée. C'est ainsi que 30 millions d'euros ont été dédiés pour l'ensemble de la filière, que ce soit les exploitants, les distributeurs ou les producteurs. Et puis aussi le spectacle vivant. 85 millions d'euros ont été dédiés au spectacle vivant, 55 millions d'euros pour les fonds de solidarité et de sauvegarde. Nous avons également supprimé le versement de la taxe sur les spectacles pendant le premier semestre de l'année 2021. 20 millions d'euros vont aller directement au théâtre, qu'il soit privé ou qu'il soit du secteur public, et également 5 millions d'euros qui vont venir abonder un fonds d'urgence qui va être ainsi porté à 10 millions d'euros. C'est donc au total 115 millions d'euros qui vont être dédiés au spectacle vivant et au cinéma, et nous continuerons, si nous voyons que la situation sanitaire s'aggrave, nous adapterons encore ces mesures. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons été nombreux sur ces bancs à avoir été alertés par des pharmaciens et des concitoyens qui sont très inquiets concernant les vaccins contre la grippe. Après la cacophonie sur les masques, voilà la cacophonie sur les vaccins. La Direction générale de la santé a déjà communiqué sur un risque de pénurie en demandant aux pharmaciens de privilégier les patients à risque, notamment les personnes de plus de 65 ans et les personnels de santé, ce qu'ils ont fait. Cette alerte de la DGS a créé un mouvement de ruée des patients dans les 48 heures du démarrage de la campagne. Ainsi, en 2 jours, les pharmaciens ont vendu l'équivalent de tout le mois d'octobre, ce qui, compte tenu des livraisons non complètes, a créé la pénurie et la panique. Le solde de la première commande de vaccins n'est toujours pas arrivé dans les pharmacies. La seconde partie de ces commandes, qui devait être livrée avant fin octobre, n'arrivera a priori que fin novembre. Les pharmaciens ne peuvent donc pas délivrer les vaccins à tous les patients, même s'ils sont prioritaires. Je pense notamment au personnel des EHPAD ou aux aidants à domicile qui doivent impérativement pouvoir se faire vacciner pour se protéger et protéger nos aînés. J'ai donc 3 questions, Monsieur le ministre. Pourquoi
11 millions de doses ont été commandées alors que la sécurité sociale a délivré 16 millions de bons pour les personnes vulnérables et les professionnels de santé. Deuxième question, pouvez-vous nous dire où sont allés les vaccins qui n'ont pas été livrés aux pharmacies fin septembre? Troisième question, avez-vous réellement commandé 2 millions de vaccins cet été ou avez-vous pris sur le stock qui avait été précommandé en janvier 2020 par les pharmaciens de nos territoires? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci de votre accueil, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Je vous remercie de votre question qui me permet de faire un point légèrement plus mesuré sur la situation sanitaire relative à la grippe. La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre dernier. Elle vise en priorité les populations fragiles et ceux qui les soignent. Comme chaque année, la commande de doses est faite par les officines au mois de mars pour l'épidémie de l'hiver suivant. Cette commande se fonde sur la consommation de doses de l'année passée avec un objectif évidemment rehaussé. Par exemple, en 2019, seul un tiers des professionnels en EHPAD étaient vaccinés. Nous devons évidemment faire mieux dans le contexte de l'épidémie Covid pour éviter que le système de santé n'ait à faire face à un afflux de patients. Le gouvernement a passé pour la première fois commande aux laboratoires afin d'augmenter de 30% le nombre de doses disponibles, en complément des 13 millions de doses de circuits habituels. Au 24 octobre, 5,3 millions de doses ont été vendues par les officines. Plus de 80%, il faut écouter, de vaccinations sont faites auprès des personnes âgées de plus de 65 ans. S'il vous plaît, arrêtez une seconde. Je me félicite que ces chiffres soient en nette progression. À la question. Nous devrions nous féliciter tous ensemble. Face à cela, nous avons en effet pu observer quelques tensions d'approvisionnement des pharmacies en doses. À ce jour, 16% des officines pharmaceutiques y sont confrontées. Cette demande précoce entraîne des tensions dans la livraison. Toutefois, les stocks sont là et les livraisons sont en cours pour reconstituer le stock des officines. Sur cette seule semaine, près d'1,3 million de doses seront livrées en pharmacie. C'est ma réponse. Je vous assure donc, Monsieur le député, qu'un suivi territorial a été mis en place en lien avec l'Ordre national des pharmaciens afin de trouver des solutions rapides en cas de difficulté. Bon, attendez. Monsieur Cordier, vous avez quelques secondes. Je propose donc que vos collègues vous laissent parler, puisqu'ils ne laissent pas entendre la réponse. Vous avez la parole. Simplement, Madame la Ministre, vous n'avez absolument pas répondu à mes 3 questions. Nos concitoyens, les pharmaciens et les personnels des EHPAD apprécieront. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Moetaï Brotherson. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs du gouvernement, chers collègues, il y a parfois des moments de grâce dans cette Assemblée quand nous écoutons pour comprendre et pas pour répondre. J'en viens à ma question. La Polynésie française, comme l'ensemble de la République, fait face à cette crise sanitaire. Hier, nous avons dépassé en nombre absolu de décès ceux de la Nouvelle-Zélande, pays de 5 millions d'habitants. Nous sommes 272 000 en Polynésie. Le nombre de lits en réanimation va, d'ici 2 semaines ou peut-être 3 semaines, se révéler totalement insuffisant. Mais le plus important, c'est les ressources humaines. Alors, j'ai bien conscience que la réserve sanitaire nationale ne pourra pas être mobilisée outre-mer parce qu'on en a besoin ici, dans l'Hexagone. Les chiffres sont là. Ma question porte sur la coopération régionale et internationale. Vous savez, Monsieur le Ministre, qu'il existe des accords, dits accords France dans le Pacifique, France, Australie, Nouvelle-Zélande. Vous savez aussi que ces 2 pays, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, disposent de personnel médical de réanimation compétent, reconnu par l'OMS. Nous avons eu également un contingent de médecins cubains qui a été envoyé en Martinique. Ma question est donc simple, est-ce que l'État, est-ce que vous êtes prêt à soutenir le gouvernement polynésien pour
pour demander à cette coopération régionale et internationale de venir aider la Polynésie française. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brosserton, je vous remercie pour votre question. L'évolution de l'épidémie est en effet très préoccupante en Polynésie française et nous sommes collectivement mobilisés, sachez-le. Le nombre de cas actifs a plus que doublé en une semaine. Il y a eu 17 hospitalisations supplémentaires sur cette période et le nombre de personnes en réanimation a pratiquement doublé en 7 jours. Plus 7, soit plus d'une vingtaine actuellement. C'est un taux d'incidence de 500 cas pour 100 000 habitants, c'est exorbitant. Nous devons aussi déplorer le décès de 20 personnes, dont 6 au cours de la dernière semaine. Les autorités sanitaires sont en lien direct et continuent avec les autorités de Polynésie française pour suivre cette épidémie, bien sûr. Plusieurs rencontres ont été organisées d'ailleurs avec les maires, les responsables de culte, les organisations syndicales et l'objectif principal de ces rencontres est de présenter les mesures applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La majorité des interlocuteurs partagent cette importance d'une mesure forte pour enrayer la progression. De nombreux soutiens ont déjà été mobilisés depuis le début de la crise, notamment en matériel et en renfort humain. Les besoins exprimés par le haut-commissaire et le président Fritsch fin août ont été rapidement satisfaits et font l'objet d'un continu de suivi rigoureux par le centre de crise. Je pense aux réserves sanitaires que vous évoquiez, aux équipements de protection individuelle et à l'appui de commandes en réactif et en extracteurs. Leur appui a permis d'identifier les leviers d'optimisation dans l'organisation et dans la gestion des ressources disponibles. La question d'un appui supplémentaire est en cours de discussion et nous sommes favorables et d'analyse, bien sûr. Un des enjeux porte également sur la disponibilité des tests en nombre suffisant afin de tester plus largement, plus rapidement la population et limiter la diffusion du virus, notamment dans les archipels. Je peux donc vous assurer, Monsieur le député, pour conclure, que le centre de crise est pleinement mobilisé. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Brahim Amouche. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La crise est d'une magnitude sans précédent. On compterait ainsi 1 million de nouveaux pauvres en raison de la crise liée à la Covid-19. Les associations voient affluer dans leurs locaux des étudiants, intérimaires, chômeurs, mais aussi, et cela reste inédit, des auto-entrepreneurs et des artisans, des personnes qui étaient jusqu'alors éloignées de la pauvreté et qui s'ajoutent aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessus du seuil de la pauvreté. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ont augmenté de 30%, les demandeurs de RSA de 20%. Dans tous les aspects de la vie quotidienne, de la subsistance à l'accès aux soins ou à l'éducation, ces concitoyens sont confrontés à des arbitrages quotidiens et parfois à des renoncements importants. Manger ou se chauffer, soigner ses dents ou acheter un vêtement pour l'hiver, réparer sa voiture pour chercher du travail ou payer son loyer. En plus des privations matérielles et de droits inacceptables dans notre pays, ces compatriotes vivent en permanence en insécurité sans qu'il leur soit toujours possible de se projeter vers un avenir meilleur. Monsieur le ministre, Léon Bourgeois l'écrivait « La liberté humaine est un principe. Le droit à l'existence en est un aussi nécessairement antérieur à tout autre et l'État doit le garantir avant tout autre. » Dans ce contexte de coronavirus, l'État est au rendez-vous comme nul autre comparativement à ses voisins. Ainsi, dès le confinement, l'État a soutenu le pouvoir d'achat des plus précaires. Le plan de relance a prolongé cet effort indispensable de solidarité par une nouvelle dotation de 6 milliards d'euros. Vous avez annoncé un acte 2 du plan pauvreté qui abonderait d'1,8 milliard d'euros les 8 milliards d'euros initialement prévus. Pouvez-vous nous détailler le contenu de ces mesures de prévention et de lutte contre la bascule dans la pauvreté au nom de ce droit à l'existence, pour l'égale dignité de la personne humaine en ces temps difficiles et sous les auspices de notre République sociale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brahim Amouche, je vous remercie de cette question qui me donne l'opportunité de revenir sur le plan du gouvernement pour prévenir la bascule de nos concitoyens dans la pauvreté. C'est très agréable, ce genre de commentaires. C'est un thème qui m'est cher et qui, compte tenu de son caractère transversal, mobilise l'ensemble. Le Président de la République a fixé un cap clair en 2018.
mettre un terme à ces trop nombreuses situations de pauvreté qui s'offrent en héritage. Dans le contexte de crise que nous connaissons, notre action a été immédiate pour maintenir l'activité économique et les emplois qui lui sont liés. L'activité partielle permet en effet de protéger les emplois et donc à la fois, évidemment, de préserver le pouvoir d'achat de nombreux ménages tout en offrant une adaptabilité salvatrice à nos entreprises. Le Premier ministre a présenté ce week-end, au-delà de ces mesures que vous connaissez déjà, un nouveau plan d'action autour de 3 grandes priorités. Soutenir le pouvoir d'achat des personnes précaires avec une aide exceptionnelle de 150 € pour les jeunes non étudiants et pour les étudiants boursiers. Favoriser la sortie de la pauvreté en développant des solutions d'insertion sociale et professionnelle et d'activité pour les personnes éloignées de l'emploi, notamment avec le doublement des parcours d'emploi compétences dans les QPV et les zones de revitalisation rurale avec un financement de l'État qui passe de 40 à 80 %. Assurer des conditions de logement aussi et d'hébergement adaptés, prévenir les impayés de loyer et notamment la prolongation de l'aide versée par Action Logement de 150 € pour prévenir les impayés de loyer. Au total, près de 2 milliards d'euros sont donc mobilisés pour financer les mesures nouvelles de lutte contre la pauvreté qui s'ajoutent aux 8 milliards du budget de la stratégie antérieure. Le gouvernement prend donc la pleine mesure de la crise économique qui découle de la crise sanitaire et ne laissera aucun Français sur le bord du chemin. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gérard Leseul. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'ai bien entendu la réponse qui vient d'être faite. La France s'enfonce un peu plus dans la crise économique et sociale et votre gouvernement reste timoré, lent et sourd pour venir en aide aux plus précaires qui sont les premiers touchés par la récession. Le plan de relance, discuté encore hier soir en séance, accorde 22 milliards de crédits pour 2021. Tout est concentré sur la politique de l'offre. Seulement 0,8% sont concentrés au soutien des plus précaires. Votre plan de relance ne parle effectivement pas d'urgence. Les débats d'hier soir et les annonces de samedi dernier ne répondent effectivement pas aux situations dramatiques que vivent de trop nombreux concitoyens. Temporaires et limitées, vos mesures s'inscrivent dans la droite ligne de la politique menée depuis 2017, considérant que revaloriser les minima sociaux freinerait le retour à l'emploi. Vos choix relèvent d'une logique dépassée, consistant à opposer les bons pauvres, ceux à qui l'on donnera un coup de pouce pour les aider à retrouver le marché de l'emploi, et les mauvais pauvres à qui l'on distribuerait quelques euros. Les bénéficiaires du RSA, dont le nombre va croître de près de 9%, et ceux de l'allocation spécifique de solidarité, les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants boursiers ne percevront fin novembre ou décembre qu'une aide exceptionnelle de 150 €. Ce n'est pas suffisant et cela ne répond pas à l'urgence de la situation. Votre gouvernement reste sur une position idéologique en refusant d'augmenter les minima sociaux. Une revalorisation est d'autant plus nécessaire que le RSA n'atteint plus aujourd'hui que 39% du SMIC contre 50% en 88 au moment de sa création. Il faut donner un coup de pouce significatif aux minima sociaux. Il faut au moins 100 € par mois. Il faut aider aussi tous ceux qui n'ont pas droit au RSA, et notamment les plus jeunes, ceux de moins de 25 ans pour lesquels nous avions proposé un minimum jeunesse. Comment, Monsieur le ministre, pensez-vous faire pour lutter efficacement contre la pauvreté en refusant ces mesures de bon sens, alors que demain, vous allez annoncer un durcissement des mesures? La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Leseul, permettez-moi de faire suite à la réponse que j'ai déjà donnée précédemment à Monsieur Hamouche, de vous dire que agir contre la pauvreté, c'est agir tout d'abord pour l'insertion par l'activité auprès des personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est les accompagner socialement. Pour connaître bien ce sujet, je peux vous dire que ça n'est pas simple parfois que de tenir la main de quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi. C'est ça, agir contre la pauvreté. Agir contre la pauvreté, c'est aussi faire en sorte que l'accès aux droits soit le plus amélioré possible, et c'est ce que nous allons faire. Agir contre la pauvreté, c'est trouver des solutions d'hébergement pour lutter contre la précarité, et en ce moment, dans le contexte de crise sanitaire, c'est d'autant plus important, vous imaginez bien. Agir contre la pauvreté, c'est s'occuper des jeunes, et les jeunes en priorité. Et les jeunes, d'ailleurs, qu'on ne doit pas mettre de suite dans les minima sociaux. Et vous faites partie d'une formation politique, monsieur, je vais vous le rappeler parce que je sais, qui a toujours prôné justement
l'activité d'abord, l'insertion, l'apprentissage, bien avant d'entrer dans les minima sociaux. J'en veux pour preuve la création du RMI. Je sais très bien qu'elle n'a jamais concerné les moins de 25 ans et que ça a toujours été même un credo de cette formation politique. Vous le savez, parce qu'on s'émancipe socialement par le travail, par les études, par la formation et par l'activité. Donc moi, je crois plus fortement à ces vecteurs qui peuvent lutter contre la pauvreté plutôt que d'aider... Je veux bien. En tout cas, sachez que nous avons aussi à ajouter dans les mesures que nous avons prises dans la lutte contre la pauvreté, 9 millions de masques ont été envoyés aux familles les plus défavorisées. Il faut le dire, il faut le rappeler. Et certaines aussi créations d'équipes mobiles de visite à domicile ont été amorcée pour les familles menacées d'expulsion. Vous le voyez, nous avons mis donc en place tout un panel de mesures qui visent à accompagner, à insérer et surtout à éviter les récidives. Voilà. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Robin Reda. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Vous connaissez le slogan « La France est dans l'air ». Malheureusement, en ce moment, le pavillon aérien français est cloué sur le sol de nos aéroports. Depuis 8 mois, la crise sanitaire est dévastatrice pour le secteur de l'aérien. Le trafic est en chute libre, rien que pour les aéroports de Paris, 75% de passagers en moins et 13 milliards de pertes chaque mois. À ce rythme, que va devenir le transport aérien? Que vont devenir nos aéroports, nos compagnies aériennes, nos infrastructures, notre industrie aéronautique, nos sous-traitants, nos assistants en escale, nos commerçants, nos entreprises de sûreté et de sécurité ou encore nos services de contrôle public? Que vont devenir les près de 100 000 personnes qui, chaque jour, connectent les âmes et les territoires? Notre secteur aérien nous a prêté main forte lorsqu'on en avait besoin. Il nous a prêté sa force logistique au plus haut de la crise sanitaire. Il est urgent de lui prêter à nouveau main forte. Sur le plan sanitaire, le gouvernement a réagi à rebond, autorisant enfin dans nos aéroports à effectuer des tests antigéniques au départ pour les passagers. Mais malgré l'appel des professionnels du secteur, à ce jour, le dispositif reste embryonnaire à Marseille, à Nice ou à Orly, où il commence tout juste à être expérimenté. Qui plus est, ces tests antigéniques ne sont pas reconnus par la plupart des autres pays. Sur le plan économique, alors que plane le risque d'un reconfinement, l'aérien ne survivra pas à une seconde vague. Les conséquences vont être durables et historiques. Le plus grand risque est que les Françaises et les Français soient confinés au sol pendant des années, faute d'avoir pu maintenir nos connexions aériennes. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où votre gouvernement lance son plan de relance pour nos emplois, pour nos territoires, comment allez-vous intervenir pour sauver le secteur aérien, nos aéroports, nos compagnies aériennes? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Robin Reda. Comme vous, nous sommes évidemment préoccupés et nous regardons de près la situation du monde aérien français et notamment la situation des aéroports et des entreprises. Dans les aéroports, comme vous l'avez dit, nous avons pris et nous prenons toutes les mesures sanitaires tout d'abord parce que c'est l'essentiel pour limiter au maximum les risques au sein des aérogares, au sein des aéronefs, que ce soit pour les personnels ou pour les voyageurs. Il y a des zones de grand passage des aéroports qui sont désinfectées plusieurs fois par jour. Le port du masque a été rendu obligatoire. Nous utilisons des systèmes de répartition des passagers pour espacer au maximum les passagers dans les avions. Les compagnies ont la possibilité de prendre la température des passagers avant l'embarquement. Des centres de tests ont été mis en place. Et notamment, nous progressons, vous l'avez dit, l'aéroport de Marseille-Provence propose aujourd'hui, depuis lundi, des tests antigéniques gratuits pour les passagers volontaires en partenariat, puisque tout ça se fait en partenariat avec l'ARS PACA, la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et les résultats de ces tests sont transmis aux voyageurs en moins de 20 minutes. Et nous devrions pouvoir généraliser ces tests rapides le plus rapidement possible. Sur le plan économique, nous sommes également très attentifs. Le trafic aérien est très perturbé. Actuellement, il se situe à environ 40% de son niveau de 2019. Il devrait retrouver son niveau d'ici 2023-2024. Nous soulignons par ailleurs que 89% des vols vers l'outre-mer sont assurés pour assurer ce lien très fort que nous avons avec nos outre-mer. Le secteur aérien fait face à une grave crise. Vous connaissez les mesures pour aider le secteur aérien, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les mesures de report de charges. Sur le plan social, nous sommes vigilants à préserver l'emploi et les salariés. Je pense en particulier à ADP, où le dialogue social avance bien et nous avons un accord de méthode prévoyant de négocier jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous accompagnons le dialogue social partout et nous aidons le secteur à évoluer pour être plus fort demain, plus compétitif, plus écologique,
à travers le plan de soutien à l'aéronautique, ces 15 milliards d'euros d'aide, d'investissement, de prêts et de garanties. Nous sommes aux côtés du secteur aérien pour qu'il soit demain le fleuron de l'aéronautique écologiquement durable. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Robin Reda. Madame la Ministre, puisque c'est vous qui m'avez répondu, j'en profite simplement pour dire que s'il y a bien un secteur économique qui est capable de transition énergétique, qui est capable d'innovation, c'est le secteur de l'aérien. Il faut lui faire toute confiance et être contre tous les anathèmes qui combattent aujourd'hui le transport aérien nécessaire pour connecter nos vies, notre monde, nos territoires. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Riester, oui, à Rouen, nous sommes unis. C'est par ces mots que le président de la République a prolongé l'hommage national rendu à la Sorbonne en l'honneur du professeur Samuel Paty, lâchement assassiné par un terroriste islamiste. Car oui, le terrorisme tue en France, mais il tue également dans les pays musulmans. Cet été, dans ma circonscription, il a ôté la vie de 8 humanitaires qui œuvraient pour un idéal de paix et de coopération au Niger. Avant-hier, il a encore durement frappé l'Afghanistan, faisant plus de 24 morts. Cela m'amène à avoir 2 réflexions. Premièrement, la communauté internationale doit plus que jamais s'unir pour lutter contre le terrorisme en renforçant notamment ses efforts pour l'accès à l'éducation. Deuxièmement, la laïcité française est encore trop souvent mal comprise à l'extérieur de nos frontières. Le mouvement de boycott des produits français qui sévit actuellement dans bon nombre de pays musulmans et les paroles outrancières du président turc en sont la malheureuse expression. Ainsi, à chaque fois que cela est nécessaire, nous devons le rappeler de manière apaisée que la laïcité est d'abord et avant tout une liberté, comme l'a souhaité Aristide Briand ici, dans cet hémicycle. Je reprendrai donc ces mots qui définissent la laïcité comme la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion tant qu'elle ne fait pas obstacle à la loi de la République. Notre groupe, et à travers lui la représentation nationale, apporte donc un soutien ferme et entier au président de la République qui n'a fait que redire une évidence. La liberté, nous la chérissons. L'égalité, nous la garantissons. La fraternité, nous la vivons avec intensité. Ainsi, Monsieur le ministre, quelle sera l'action du gouvernement pour garantir la laïcité à l'intérieur de nos frontières et pour mieux expliquer à nos partenaires internationaux ce concept? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mjid El Guerrab, il est évident que votre question reflète 3 sujets. Le premier est celui de la protection de nos concitoyens à l'extérieur de nos frontières, les lycées français, les ambassades, les consulats, les intérêts économiques, les citoyens qui simplement sont allés vivre dans des territoires en dehors des territoires de la République. C'est leur droit le plus strict et nous leur devons protection en lien bien sûr avec les autorités qui les accueillent. Et Franck Riester ainsi que Jean-Yves Le Drian, je sais, travaillent à cette protection et ont mis en alerte un certain nombre de dispositifs consulaires. Je remercie d'ailleurs les forces armées ou les policiers et les gendarmes qui sont à la disposition de nos concitoyens à l'étranger. Le deuxième sujet est évidemment la force des valeurs françaises. Et parmi les forces des valeurs françaises, il y a évidemment la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pouvoir caricaturer, de se moquer. Et peut-être que ces libertés, à commencer par la valeur la plus française qui soit, qu'est la laïcité, est d'autant plus difficile à comprendre, vous l'avez dit, Monsieur le député, qu'elle est unique. Mais c'est la vocation de la France d'avoir un message universel. C'est la vocation de la France que de pouvoir porter haut des valeurs qui ont fait maturité après des dizaines d'années de combats politiques. Et nous ne devons pas abdiquer de notre originalité, parce que c'est en France, Monsieur le député, vous le savez bien, que des dizaines de milliers de personnes trouvent refuge, parce qu'ils sont eux-mêmes persécutés par des dictatures islamistes. C'est dans la France d'aujourd'hui que des milliers de femmes sont accueillies. Je pense aux femmes yézidis, dont Mme Marlène Schiappa a rendu visite tout à l'heure, mais aussi à toutes celles qui fuient les dictatures islamistes ou la pression communautariste pour pouvoir porter les cheveux au vent si elles le souhaitent.
Et c'est pour ces valeurs-là que beaucoup de gens se battent dans le monde et que nous devons absolument pouvoir continuer à les affirmer. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain David. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le week-end dernier a été marqué par une passe d'armes peu diplomatique entre le président de la République française et le président turc Erdogan. Après l'avoir diffamé, ce dernier a même encouragé au boycott des produits et entreprises françaises au motif de la déclaration d'Emmanuel Macron qui défendait la République, la liberté d'expression et la laïcité. Le président turc cherche ainsi à toucher l'opinion publique de son pays et plus généralement le monde musulman en cherchant à s'imposer en leader de ce dernier. Il cherche aussi à tourner la page de l'orientation pro-occidentale liée à l'héritage du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal. D'où également sa volonté ces dernières années d'imposer son ordre en Syrie, en Libye et dans le nord de l'Irak. En Méditerranée orientale, son armée ne cesse d'attiser les tensions avec la Grèce ou Chypre. Plus récemment, il a soutenu l'Azerbaïdjan, le pays turcophone frère, en guerre contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Ces manœuvres sont liées à la volonté de M. Erdogan de relever sa popularité. On peut alors craindre qu'il se lance dans une surenchère religieuse et militaire afin de jouer sur le sentiment patriotique de ses concitoyens. Nous soutenons évidemment les engagements du président Macron en faveur de la laïcité et de la liberté d'expression. Nous condamnons les propos du président Erdogan sans faire l'amalgame entre son dirigeant et le peuple turc, qui mérite toute notre sympathie. Mais, Monsieur le ministre, au-delà du rappel de notre ambassadeur, quelles initiatives diplomatiques entendez-vous prendre afin de faire baisser la tension avec ce pays voisin de l'Europe, aux liens forts avec la France, tant sur le plan historique qu'économique? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député David, Mesdames et Messieurs les députés. Que faire face au comportement du président Erdogan et à ses manœuvres pour étendre son influence au-delà de ses frontières et pour essayer de faire passer sa détermination à justement développer son influence partout dans le monde sur le dos d'un soi-disant confrontation avec le président Macron? On est bien loin de cette réalité-là. Il s'agit d'un problème de fond majeur. La détermination de la France à défendre ses valeurs et défendre ses intérêts au sein de l'Europe est totale. Et nous pensons qu'il faut renforcer le rapport de force avec le président Erdogan. Pour cela, il faut être unis, et l'Europe est unie. Regardez les manifestations de soutien vers la France de tous les pays européens. La France est unie, et la France est unie, l'Europe est unie. Et lors du prochain Conseil de l'Union européenne, l'Europe devra prendre les décisions qui lui permettra de renforcer son rapport de force avec la Turquie pour mieux défendre ses intérêts et mieux défendre les valeurs européennes. Parce qu'au-delà, encore une fois, de l'influence grandissante potentielle de la Turquie, il en va de l'avenir des valeurs de notre Europe, celles que nous partageons avec tous les pays européens. Il faut être ferme et unis, je l'ai rappelé tout à l'heure, et la France sera évidemment à l'initiative, tout en étant déterminée aussi à apaiser les relations avec la Turquie. Être ferme, être déterminé, agir avec tous les moyens pour renforcer les rapports de force au niveau européen et en même temps essayer de trouver les voies et moyens pour davantage de dialogue et davantage d'apaisement avec ce grand partenaire qui doit rester la Turquie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur David Lorion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous parler d'un immense drame qui se joue aujourd'hui sur une grande île qui est l'île de Madagascar. La sécheresse chronique dans le sud de la grande île a été cette année particulièrement sévère. Elle l'est d'ailleurs à l'île de la Réunion aussi. Depuis 9 mois, dans le sud de Madagascar, pas une seule goutte d'eau. L'absence de récolte a entraîné une famine qui touche plus d'1 million de personnes. 120 000 enfants de moins de 5 ans aujourd'hui se trouvent en situation de malnutrition aiguë. Cette famine devrait bientôt atteindre le stade 4, selon la classification de l'ONU, correspondant à une forte insécurité alimentaire et la nécessité d'une assistance d'urgence. Messieurs les ministres, chers collègues,
cette population meurt de faim. Face à cette situation, il y a eu un élan de solidarité et d'humanité remarquable à La Réunion et à Mayotte. L'association Kéré a fédéré la mobilisation de soutien et des générosités des médias, des collectivités locales, des citoyens comme des religieux. Mais, Monsieur le ministre, la France est présente dans l'océan Indien, avec plus d'1 million de Français qui y vivent. Nous avons des intérêts que vous connaissez bien, au nord du canal de Mozambique. Mais nous avons aussi un devoir de solidarité avec les populations du sud malgache, dont une partie est encore francophone. Cette solidarité avec la Grande Île peut être une initiative de la France et elle peut prendre deux formes. L'urgence avec les aides alimentaires, l'intervention de la plateforme régionale de l'océan Indien, la plateforme Pirois, qui est prête à intervenir, mais elle doit aussi prendre la forme de l'aide technique d'un plan de développement pour l'adduction d'eau dans le sud de Madagascar, pour lequel l'île de la Réunion a un savoir-faire, une ingénierie et une proximité. De par son histoire et de par sa géographie, Madagascar a plus de liens avec la France qu'avec aucun autre pays du monde. Monsieur le ministre, je souhaite savoir si vous comptez prendre une initiative diplomatique pour sauver les populations du sud malgache de la famine et de la mort. Bravo. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lorion. Vous avez raison, la sécheresse dans le sud de Madagascar est très préoccupante. La France est mobilisée, très mobilisée, auprès des autorités et du peuple malgache face à ce défi considérable. Vous avez parlé tout à l'heure d'aide humanitaire. Nous avons participé à hauteur d'1 million d'euros en 2020 à la mise en œuvre d'aide humanitaire par plusieurs organisations humanitaires, notamment dans le cadre du plan alimentaire mondial et à d'autres associations ou ONG qui travaillent à Madagascar comme Action contre la faim. Nous travaillons dans le cadre de coopération décentralisée, et vous le savez tout particulièrement, monsieur le député, à travers l'engagement de nos collectivités dans l'océan Indien, puisque nous avons mobilisé 530 000 € au mois d'octobre, 200 000 € du département de la Réunion, 130 000 € de la région Réunion et 200 000 € du département de Mayotte. D'autre part, le gouvernement malgache pourrait mobiliser, vous le savez, des prêts de contingence pour la gestion des risques de catastrophes octroyés par l'Agence française de développement à hauteur de 10 millions d'euros en prêts et 1,5 million d'euros en subventions pour faire face à cette crise terrible dans le sud de Madagascar. Enfin, nous sommes également engagés dans la durée, puisque nous sommes engagés à travers le grand plan de développement porté par l'Agence française de développement, à travers plusieurs projets pour un total de 7 millions d'euros, notamment dans le domaine des réseaux d'eau, dans le domaine du développement agricole et de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Vous voyez, monsieur le député, la France est engagée pleinement aux côtés des autorités malgaches face à cette crise sans précédent. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Monique Iborra. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée de l'autonomie. Depuis des mois, les députés de la majorité, mais pas seulement, ont relayé auprès des pouvoirs publics les inquiétudes, les attentes et l'urgence exprimées par les professionnels du secteur de l'aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. La problématique majeure que rencontrent les services d'aide et d'accompagnement à domicile depuis plusieurs années et qui a été mise en exergue par l'épidémie de la Covid-19 concerne le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés d'intervention et plus largement le manque d'attractivité des métiers du domicile. Cette situation obère de plus en plus significativement leur possibilité d'accompagner les personnes en perte d'autonomie. D'autre part, les travaux menés depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre de la préparation de la loi Grand Âge et Autonomie tant attendue, ont démontré, si besoin en était, le souhait d'une majorité de Français de rester à domicile, quelle que soit leur avancée en âge. La semaine dernière, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021, exceptionnel à de nombreux égards, nous avons voté à l'unanimité un financement de 200 millions d'euros par an pour le secteur,
en insistant sur la nécessité de flécher ces moyens en priorité sur des hausses de salaires indispensables. En effet, il faut rappeler que les salaires de base des premiers niveaux d'emploi sont inférieurs au SMIC dans plusieurs conventions collectives. Dans ce contexte, pensez-vous, Madame la Ministre, en concertation avec les conseils départementaux dont c'est la compétence, pouvoir prioriser la revalorisation salariale de ces personnels et faire en sorte qu'enfin, elles bénéficient légitimement de la reconnaissance qu'elles sont en droit d'attendre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Monique Iborra, merci pour cette question qui me permet de mettre en lumière encore une fois les aides à domicile et le travail qu'elles font. Et je pense que la représentation nationale a tout à gagner à l'honorer et à saluer son action, notamment au quotidien, mais aussi encore plus fort en cas de crise sanitaire. Et il l'est d'autant plus en ce moment. On ne peut rester sans rien faire. Effectivement, pour ces personnes qui, depuis des années, dont les conventions collectives menaient certains d'entre eux à être payés en deçà du SMIC. Ce n'était pas pensable. C'est pourquoi, en lien avec la majorité parlementaire, le gouvernement a intégré par voie d'amendement au PLFSS 2021 la création d'une dotation de 200 millions d'euros qui a été votée sur tous les bancs. Et je pense que c'est assez rare pour qu'on puisse le saluer, sans polémique inutile. Cet amendement, adopté donc à l'unanimité, a été de surcroît, comme j'ai pu le rappeler en séance, a permis d'agréer aussi l'avenant 44 à la convention collective de la branche des aides à domicile. Concrètement, c'est déjà une augmentation opposable de 2,5% de la valeur du point de rémunération des salaires de référence, en suivant la même méthode de concertation avec les départements que pour le développement de la prime Covid aux aides à domicile. J'ai appelé les départements et les fédérations à œuvrer pour travailler sur l'avenant 43 et poursuivre la revalorisation de ce métier, améliorer son activité. Je dirais que nous allons poursuivre aussi cette action à travers la réforme, bien sûr, du grand âge et l'attractivité des métiers. Ça passera aussi par le plan métier que nous sommes en train de travailler. Revalorisation, prime Covid. Je pense que l'État a prouvé au département son entière disponibilité et sa volonté de travailler en concertation et n'aime pas l'un contre l'autre parce que ces métiers le méritent bien. Et ça nous apportera aussi un meilleur éclairage pour l'approche domiciliaire que nous souhaitons avoir dans la réforme autonomie prochaine, parce que c'est le souhait des Français que de vivre à domicile et d'être soigné à domicile. Madame la ministre. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Merci, Monsieur le Président. 10 millions de pauvres en France, dont 1 million de plus depuis le début de la pandémie. Plus d'1 million de personnes ont été privées d'emploi, plus d'1 million ont sollicité l'aide alimentaire. La faim s'est installée dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, mais plus largement dans tout le pays. Nous avons proposé la gratuité des masques, la suspension des loyers, l'encadrement des prix alimentaires, le relèvement des minima sociaux, à commencer par le RSA et sa nécessaire extension aux jeunes de 18 à 25 ans, la suppression du jour de carence, l'augmentation des coupons alimentaires et des chèques énergie. Tout cela, vous l'avez refusé. Et qu'avez-vous fait? Un prétendu plan pauvreté que toutes les associations jugent indigent. Vous vous moquez du monde par pure idéologie. Et les conséquences sont dramatiques, pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan sanitaire. Car la pauvreté est un facteur aggravant de l'épidémie. Elle amplifie la contamination et la gravité de la maladie. Les gens se contaminent parce qu'ils ne peuvent pas matériellement respecter les consignes sanitaires. Ils ne peuvent pas changer leur masque. Ils s'entassent dans des logements insalubres ou surpeuplés. Ils ne se déclarent pas malades de peur de perdre leur salaire. Il ne peut y avoir aucune politique sanitaire efficace sans solidarité sociale. C'est à l'État, à la solidarité nationale de prendre en charge le soutien des personnes les plus précaires et celles qui sont tombées dans la pauvreté du fait du confinement. Mais il ne le fait pas. Les associations, les militants insoumis aussi, organisent des collectes de produits de première nécessité. Mais, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, ce n'est pas à eux seuls d'assurer la solidarité, c'est à vous. Quand allez-vous mettre en œuvre les mesures d'urgence nécessaires pour la survie immédiate de millions de personnes? Merci, Monsieur Lachaud. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bastien Lachaud, ce virus est cruel. Il touche et il tue les plus fragiles. Il frappe, vous l'avez dit et vous avez raison, les plus défavorisés. C'est un fait, et c'est un fait dans le monde entier. Et évidemment que dans le monde entier, cette question des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire se pose. Et il y a peu de pays dans le monde où, dans un Parlement, un gouvernement est capable de dire qu'il a mis autant de moyens pour répondre à cette crise sociale. Vous pouvez répondre que vous n'êtes pas d'accord, que vous préféreriez d'autres chemins, mais dire que le gouvernement n'a pas été devant ses responsabilités sur ce sujet-là, c'est malhonnête. Une prime de 150 € pour 4 millions de foyers pendant le confinement, 1 milliard d'euros. Une augmentation de 100 € de l'allocation de rentrée scolaire. Une prime pour les jeunes. Le repas à 1 € pour les étudiants boursiers, tous les étudiants boursiers à l'université. Une prime qui va à nouveau être versée. 300 millions d'euros en plus pour l'hébergement social dans le prochain budget. Ce sont des faits, ce sont des actes. Vous avez cité des propositions que vous aviez formulées. Enfin, vous aviez aussi proposé de ne pas rouvrir les écoles. Et donc d'accélérer les inégalités scolaires, d'accélérer le décrochage scolaire qui touche prioritairement les plus fragiles. Vous aviez proposé de ne pas permettre le retour au travail et donc d'accélérer les destructions d'emplois, le chômage, première source de précarité dans notre pays. Vous aviez fait ces propositions, vous ne vouliez pas qu'on rouvre les écoles. Qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui de l'état scolaire des familles dans les quartiers, dans les banlieues? Nous avons pris nos responsabilités à l'école, assumez-le. Encore une fois, oui, il y a des drames sociaux. Oui, nous y répondons. Oui, nous apportons des moyens colossaux pour y répondre et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à développer des masques gratuits pour ceux qui en ont besoin. Nous allons continuer à revaloriser des primes et des réponses sociales pour ceux qui en ont besoin, parce que c'est notre responsabilité, parce que ce sont les valeurs de la France d'être au rendez-vous de cette situation. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Mireille. S'il vous plaît. La parole est à Madame Mireille Robert et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Depuis quelques années, nos mois et nos semaines prennent de la couleur et les revers de nos vestes s'enluminent de rubans. Octobre rose est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la collecte des fonds pour soutenir la recherche. Malheureusement, je crains que la Covid-19 en soit le fossoyeur, notamment pour celles et ceux encore éloignés des soins, comme les personnes en situation de handicap. Porteuses d'un handicap moteur, mental ou psychique, ces personnes sont elles aussi confrontées au cancer. Il nous faut rendre le dépistage plus inclusif, en sensibilisant les professionnels de soins aux spécificités des personnes, mais aussi en coordonnant les différents intervenants du secteur sanitaire et médico-social. Dans l'ordre d'une convention de partenariat a été signée vendredi entre le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Occitanie et l'association Abdaïm ADAPI 11, pour que toutes les personnes handicapées fréquentant cet établissement aient un accès garanti au dépistage des cancers colorectaux, du sein et gynécologiques. Dans cette collaboration, il y aura la mise en place de formations du personnel de l'association, une sensibilisation des médecins généralistes et la mise à disposition d'outils de communication adaptés. Madame la ministre, je connais votre engagement. D'ailleurs, vous aviez confié une mission en 2019 à Philippe de Normandie intitulée « Ne pas avoir à choisir entre être soigné ou accompagné lorsqu'on est en situation de handicap ». La prévention passe par l'accès aux dispositifs de dépistage organisés. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que le dépistage soit adapté et élargi aux personnes en situation de handicap et que nous puissions tous regarder confiants l'avenir avec l'audace d'un réel espoir? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mireille Robert. Oui, l'accès aux soins et notamment à la prévention du cancer est un enjeu colossal pour les personnes en situation de handicap. Et force est de constater qu'en cette crise sanitaire, elle est encore plus prégnante, car nous avons en effet des refus d'accès aux soins en ce moment parce que c'est compliqué pour les personnes handicapées quand elles ne sont pas ou mal accompagnées. Le parcours de soins est donc entravé aujourd'hui plus que jamais. Il nous faut réagir. Vous avez dit le maître mot, prévention, action de dépistage.
C'est absolument important et c'est dans la coopération territoriale que nous y réussirons, avec les ARS, avec les associations gestionnaires du médico-social, avec les centres médicaux, formation, prévention, dépistage. Alors oui, nous avons confié à Philippe de Normandie ce rapport si important pour améliorer. Il y aura des annonces lors du prochain comité interministériel du handicap fait par le Premier ministre justement sur des mesures concrètes de parcours de soins, d'accès à la prévention et au dépistage. En attendant, il nous faut absolument améliorer la compréhension des personnes en situation de handicap. Il y a des initiatives fort intéressantes avec Santé BD qui fait des fiches pour s'approprier ce que c'est qu'une radiographie, une mammographie, tout simplement comprendre et avoir le pouvoir d'agir sur sa santé, c'est un enjeu capital parce qu'en effet, il ne faut plus avoir à choisir entre être soigné et être accompagné dans les établissements médico-sociaux. C'est une urgence. Savez-vous que quand nous dépistons une tumeur de cancer du sein chez une femme dans un établissement médico-social, elle est déjà 6 fois plus grosse qu'en politique générale. Donc nous avons une urgence vraiment à avoir accès à cette prévention comme tout un chacun, comprendre comment se soigner, accompagner, ce sont les maîtres mots, et nous allons aller vers des mesures très concrètes justement pour avoir un panier de soins à la hauteur des besoins des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé. 2,6 millions de téléchargements pour l'application Stop Covid, seulement 493 personnes alertées. Le président de la République l'a dit lui-même, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. Monsieur le Premier ministre, en lançant Tous Anti-Covid, se félicitait du succès de l'application numérique dans d'autres pays. Et pourtant, de l'Australie au Danemark, en passant par Singapour et la Malaisie, aucun des outils numériques développés n'a fait véritablement ses preuves, malgré des taux de téléchargement parfois très élevés. En 100 jours, l'application allemande a été téléchargée plus de 18 millions de fois, mais elle n'a permis de n'identifier que 5000 cas contacts. En Allemagne comme en France, l'utilisateur a le choix de reporter ou non le résultat de son test dans l'application pour qu'elle alerte les personnes contacts. Dans ce pays, au 30 septembre, seulement 9% des cas positifs identifiés depuis le 23 juin avaient reporté le résultat de leur test dans l'application. Dans ces conditions, l'Association des médecins du secteur public en Allemagne a estimé que cette solution ne joue quasiment aucun rôle. Je vais plus loin. Même si tout cela fonctionnait, que se passerait-il après ? C'est le sujet. On a appris hier que le personnel de l'assurance maladie saturé ne pourrait même plus appeler les cas contacts, ni passer plus de 10 minutes avec les personnes contaminées. Les dispositifs qui ont fait leurs preuves reposent sur une approche humaine et ciblée des cas, l'isolement, l'application des mesures de suivi étroit des patients, grâce à des équipes d'intervention rapides sur le terrain, apportant des conseils et du matériel. Alors une question, Madame la Ministre, pourquoi ne pas vous appuyer davantage sur les médecins traitants, qui ont un lien privilégié avec les patients et qui déplorent de ne pas être au cœur du dispositif ? Pourquoi, par exemple, ne pas avoir généralisé l'opération pilote menée à la Salpêtrière pendant le confinement par le professeur Pierre Roux, qui repose sur son expérience concrète de gestion des pandémies ? Bravo. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Dumas, face à l'accélération de l'épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de transmission de la Covid est plus que jamais indispensable. Dans ce contexte, l'application Tous Anti-Covid, lancée par le gouvernement le 22 octobre, que vous avez bien sûr tous téléchargée, facilite l'information des personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive au virus et accélère la prise en charge en complément de l'action des médecins dont vous parlez et de l'assurance maladie. Comme l'a rappelé le Conseil scientifique, les nouvelles technologies constituent un outil utile pour retracer les chaînes de contamination. C'est pourquoi son usage est particulièrement utile dans des lieux où la concentration des personnes rend le respect de la distanciation sociale difficile, comme les transports par exemple, ou dans certaines activités professionnelles. Tous Anti-Covid est une mise à jour de l'application Stop Covid, enrichie par l'accès à des informations factuelles, sanitaires, sur l'épidémie ainsi que des informations pratiques, comme les centres de dépistage ouverts ou le formulaire de déplacement dérogatoire dans les zones concernées par le couvre-feu. Elle permet aussi à l'utilisateur d'être alerté ou d'alerter les autres en cas d'exposition. L'utilisateur peut agir directement pour sa santé. L'utilisation de l'application est fondée sur le volontariat et chaque utilisateur est libre de l'activer ou non. Plus l'application pourtant sera utilisée, plus vite les cas contacts seront alertés. Plus nous aurons collectivement un impact sur le contrôle et l'évolution de l'épidémie.
Permettez-moi enfin de rappeler que l'application a été développée sous contrôle de la CNIL afin de garantir la protection des données personnelles des utilisateurs. Elle a été informée des choix techniques opérés dans la conception de l'application. Elle avait rendu un avis favorable. Elle estime par ailleurs que cette application est utile, sanitairement et proportionnée au regard de l'épidémie. Je voulais vous dire aussi que par cette mise à jour conforme, 4,2 millions de Français ont téléchargé cette application à ce jour. Je vous remercie de votre question. Merci. Madame Numa. Madame la ministre, comme d'habitude, vous êtes uniquement dans la théorie. Moi, je vous parlais de la pratique, des exemples étrangers, du fait que ça ne marchait pas, y compris dans le métro, puisque ça marche avec le Bluetooth, et qu'effectivement, il y a un énorme problème pour détecter dans le métro. La parole est à Monsieur Mansour Kamardine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à travers le projet de différenciation des territoires qui pourrait impacter l'unité de la République, le gouvernement demande aux Mahorais de réfléchir sur ce que pourrait être en 2031, Mayotte en 2031. Je veux vous répondre ici et maintenant, devant la représentation nationale, pour vous dire ce que nous voulons. Ce n'est pas une redéfinition de notre statut départemental auquel nous sommes très attachés, car il nous donne pleinement satisfaction. Ce que nous voulons, c'est la sécurisation des frontières à Mayotte. Ce que nous voulons, c'est la mobilisation pour reconduire vers le pays d'origine les hordes de gens qui n'ont pas à être là et qui terrorisent les populations régulières à Mayotte. Ce que nous voulons, c'est la mise en place d'un régime juridique mettant fin à l'accès à la nationalité automatique, au regroupement familial automatique, au droit d'asile automatique. Ce que nous voulons, Monsieur le Premier ministre, c'est l'égalité sociale, l'accès à la santé, surtout en cette période de Covid, et à l'éducation nationale. Ce que nous voulons, c'est des infrastructures de développement durable pour nous permettre de développer l'économie et l'emploi, pour construire toutes les mobilités locales dont nos compatriotes mahorais ont besoin. Bref, ce que nous voulons, c'est l'égalité des chances. En un mot, ce que nous voulons, c'est un plan de rattrapage économique et social pour le 101e département français. Pendant 40 ans, l'État nous a dit ce qui était bon pour les Mahorais. Monsieur le Premier ministre, le temps est venu pour que le gouvernement entende ce que nous voulons en prenant en compte nos priorités. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mansour Kamardine, je voudrais vous répondre sur votre interpellation au sujet de la situation à Mayotte. Vous dire que la situation, particulièrement la situation sécuritaire que vous évoquez à Mayotte, fait l'objet d'une attention constante de l'ensemble du gouvernement et singulièrement du ministère de l'Intérieur et, vous le savez, du ministère des Outre-mer. Les violences qui ont été commises au cours des derniers mois par certains groupes et certaines bandes sont absolument inacceptables et bien évidemment, devant vous, Monsieur le député, le gouvernement les condamne. Je voudrais vous dire que nous avons mis des moyens. Les services de police et de gendarmerie ont été renforcés avec 421 effectifs supplémentaires depuis 2015. Et d'ailleurs, je voudrais saluer leur courage puisque le contexte pour eux est particulièrement difficile. Vous le savez, depuis 2017, des réorganisations ont été menées pour pouvoir créer une direction territoriale de la police nationale qui s'adapte à la spécificité du territoire de Mayotte, en lien et en coordination avec les différents services, et notamment la création de 2 nouvelles brigades à Kongou et à Dambéni aux côtés gendarmerie. Par ailleurs, vous le savez, plusieurs centaines de jeunes sont mobilisés dans des groupes de médiation citoyenne et le préfet est en train de travailler sur la mise en place de groupes de sécurité intérieure. Par ailleurs, sur l'autre question que vous évoquez, Monsieur le député, et sur l'immigration clandestine, je voudrais rappeler qu'elle représente environ 30% de la population à Mayotte, avec les arrivées quotidiennes, notamment de Kwassa en provenance des Comores. Et donc, il y a aussi pour nous une nécessité de redonner des perspectives aux Mahorais, dont la moitié est mineure et dont 80% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais en ce qui concerne l'immigration clandestine, vous savez que les services de l'État agissent. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous le fait que dans le cadre de l'opération Chikandra, qui a été lancée en août 2019 par nos prédécesseurs, l'objectif des 29 000 interprétations a été tenu. Et d'ailleurs, la situation des reconduites à la frontière à Mayotte représente environ 50% des reconduites du territoire national. Donc vous voyez, Monsieur le député, nous sommes à votre écoute, nous sommes à l'écoute des acteurs locaux et nous agissons en prenant en compte la spécificité du territoire de Mayotte. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Kamardine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci. Mais j'observe que vous répondez
qu'à moitié avec des chiffres qui sont en deçà des réalités, d'une part. D'autre part, vous ne répondez pas aux questions liées à l'égalité sociale à laquelle nous répondons, ainsi de suite. Et voilà. Et donc, c'était pour vous dire que nous souhaitons vraiment que le gouvernement se mette aux côtés des Mahorais, ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Michel Klaesbauer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture que j'ai saisi au cœur de l'été, en septembre et aussi en octobre, à propos des céréaliers du Var, de la Provence, mais aussi de l'Occitanie, cher à notre Premier ministre, et des départements de la Drôme et de l'Ardèche. Car ce territoire d'excellence, reconnu par l'Europe, bénéficie du Mistral qui assèche nos cultures et permet de fournir en semences l'ensemble des céréaliers de France avec des grains qui sont dépourvus de certaines maladies que l'on peut trouver là où il y a de l'humidité. Nous fournissons absolument tout le monde en France, y compris en betterave. Et cette spécificité territoriale nous permet aussi d'élever un blé dur de haute qualité reconnu par l'Europe et qui alimente les usines de pâtes alimentaires très prisées de chacun d'entre nous et qui sont situées dans la métropole marseillaise et qui emploient des centaines de personnes. Toutefois, ce blé dur, ces céréales sont elles aussi menacées par la facilité qu'ont des cultivateurs d'offrir leurs terres aux lavandiers qui plantent, qui récoltent, qui distillent et qui, petit à petit, prennent l'essentiel de la surface exploitable. Dès lors, nous avons une réduction de cette production de blé dur et de céréales dans nos territoires qui devient préjudiciable au niveau des usines de pâtes alimentaires dont je parlais, de l'agglomération marseillaise, et qui pourrait décider de se délocaliser si notre culture continuait à décroître. C'est la raison pour laquelle je me suis adressé au ministre à plusieurs reprises et que je l'ai invité à venir à la confluence du Verdon et de la Durance, terre de Jean Giono, mais aussi très chère à Christophe Castaner, auquel nous pensons aujourd'hui, et de venir nous rencontrer, mais je vous invite à y venir, Monsieur Cordier aussi, vous serez le bienvenu, et de venir soutenir nos céréaliers de Provence, d'Occitanie et des départements de Drôme et d'Ardèche. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Klaesbauer. Je vous prie d'excuser l'absence de Julien Denormandie qui a dû nous quitter en cours de séance pour rejoindre le Sénat où un texte le concernant est examiné. Une réunion va être montée avec grand intérêt par Julien Denormandie et avec surtout toujours le même souci de protéger notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Je veux indiquer que les équipes du ministère de l'Agriculture ont d'ailleurs déjà tenu une réunion avec les représentants de la filière fin septembre. C'était à la demande de vos collègues Anne-Laurence Pétel et Monica Michel. Cette réunion a permis de faire le point sur les difficultés rencontrées par cette filière du sud de la France, tant du point de vue de la production de blé dur dans les zones traditionnelles que des usines de transformation. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme pour aider cette filière dont nous mesurons évidemment toute l'importance? Le plan de relance est une opportunité à saisir. Je pense notamment aux moyens importants que nous prévoyons au titre du plan de restructuration de filières agricoles et alimentaires, au sein duquel une aide à la filière blé dur aurait pleinement vocation à s'inscrire. À moyen terme, il nous faudra réinterroger les outils de la PAC. Évidemment, vous le savez, les aides couplées, le programme sectoriel, les mesures environnementales au titre du premier ou du deuxième pilier. Ces outils doivent être utilisés et leurs cibles et leurs critères d'utilisation doivent être définis dans les prochains mois dans le cadre du plan stratégique national. Bref, vous le voyez, l'engagement du gouvernement est complet sur ce sujet pour défendre la filière blé dur. Celui des services du ministère de l'Agriculture l'est tout autant. Nous allons trouver une solution, nous allons nous mobiliser comme nous avons commencé à le faire à travers les réunions qui ont eu lieu et nous savons que nous vous trouverons à nos côtés pour cela. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.